Daniel, de quoi veux-tu parler? Écoute, le match de ce soir du PSG, je trouve qu'il est plus simple de le kiffer que d'essayer de l'analyser parce que c'est assez compliqué en fait d'analyser ce qui s'est passé dans cette rencontre et surtout la prestation du PSG qui a plus reposé sur la qualité fantastique de ses individualités et notamment sur Vitinha et le milieu de terrain en général. Le deuxième point, c'est la deuxième mi-temps catastrophique de l'ASM. On a vu un Monaco, j'ai cru au départ et en voyant la compo que ça allait être tranquille de gagner à pas fausse, et c'est tout le contraire qui s'est passé et c'est presque bien de revenir avec un match nul. Et le troisième point, j'ai commencé à le dire hier, je revois quand même le classement, là je suis devant, là, je me dis que c'est quasiment fait en fait. Il reste encore 3 matchs et j'ai l'impression qu'à 2-3 équipes, alors déjà dire quand même que ce soir on a vu un festival de buts et que c'est quand même super agréable de voir ça, c'était bien, il y a eu plein de bons matchs. Mais pour ce qui est du suspense et des 24 qualifiés, j'ai l'impression que c'est déjà bouclé là. Effectivement, on peut faire un point classement dans quelques instants, juste après les 3 points de Manu. Alors moi, mes 3 points, il y en a tellement ce soir. À l'image de l'OM hier, j'ai trouvé un PSG... Faut que tu fasses des choix éditoriaux. Ouais, mais j'ai trouvé à l'image de l'OM hier, j'ai trouvé un PSG renversant, alors que c'était très mal embarqué, en étant mené 2 fois au score. Trouver les ressources. Vitinha qui a été encore en taille patron ce soir. Mon deuxième point, je ne vais pas faire dans une banalité, c'est l'AS Monaco, moi aussi également, qui me choque dans sa régularité, dans sa médiocrité, à bien des égards. Que ça veut dire qu'ils sont réguliers dans la médiocrité. Voilà, exactement. Donc, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, à chaque fois que j'espère faire un truc, ils sont toujours là à se viander. Et mon troisième point, j'en ai tellement parce que j'ai vu un grand match entre Arsenal et le Bayern. J'ai vu vraiment 2 grands d'Europe s'affronter, faire un très très bon match de Ligue des Champions. J'ai vu aussi un autre très grand d'Europe, même mondial, c'est Kylian Mbappé avec son quadruplé, notamment un triplé en l'espace de même pas 7 minutes. Je ne sais pas dans l'histoire de la Champions League si on peut remonter à ça. La dernière fois que quelqu'un marquait un triplé en 7 minutes en Champions League, je n'ai pas souvenir. Je crois qu'il y a. Ça va me revenir. Oui, je crois qu'il y a, mais on va chercher, mais il y a tellement de matchs que tu sais. Il y a tellement de points. Je pourrais même aller parler aussi de la défaite humiliante de Liverpool encore à domicile. Donc tu as l'impression que ça ne s'arrête pas. Je pense qu'on devrait avoir Julien Laurence un petit peu avant minuit, vu ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses à dire concernant les équipes anglaises. C'est prévu. Parce que là, vraiment, entre le Arsenal-Bayern, qui était le match du soir. C'est magnifique à regarder. Et la situation de Liverpool qui devient assez terrible. Alors, Salah a mis un triplé en 6 minutes avec Liverpool. C'est pas le Salah de cette année. Hein. C'était ça, oui. Voilà. Ouais, non, mais 2022. c'est quand même rarissime pour le noter, quoi. 2022, il n'y a pas si longtemps. Non, mais je veux dire, il y en a combien dans l'histoire de la Champions League à marquer un triplé en 6 minutes, quoi. Alors, Salah, il faut être précis, Salah 6 minutes 12. 6 minutes 42. Voilà, c'est ça. 30 secondes près. Ça se joue pas à grand chose. Bon, démarrons sur le PSG, les gars. Oui, alors classement d'abord. Classement d'accord. Pour vous dire, donc c'est fait déjà. Oui, Arsenal. Alors Arsenal 15 points, c'est fait. PSG 12 points, c'est fait. Bayern 12 points, c'est fait. Inter 12 points, Real 12 points, c'est fait. Toutes ces équipes-là, considérons que c'est réglé. Après, il faut voir à partir de 10 points. À partir du moment où il te reste 3 matchs, Gilbert, ça va aller, non? Ouais. Même les équipes qui ont 9 aujourd'hui. Là, je te parle des qualifiés directs, je ne te parle pas des barragistes, hein, évidemment. Si on pense à l'OM, et si tu penses à l'OM, regarde. L'OM a 6 points, Monaco en a 5. Liverpool va jouer à l'Inter le prochain Monaco match. En a 6, pardon. Liverpool se déplace à l'Inter. Là, ils sont sortis, ils sont dans les barragistes, là, Liverpool, alors qu'ils étaient dans les 8 premiers. Ils sont dans les barragistes. Imagine, ils perdent à l'Inter. Regarde le match qui se profile derrière contre l'OM. Il reste 3 matchs. Hein. Il reste peut-être 3 matchs, mais vu la cadence avec laquelle enchaîne les défaites. Mais Liverpool a déjà 9 points. Donc, ils ont déjà 9. Ils sont quasi sûrs d'être barragés. Ils ont 9 points, mais imagine matchs, Marseille. Je veux dire, il y a quand même des équipes qui vont commencer à se rapprocher de Liverpool. Par contre, moi, je trouve ça plutôt rassurant pour Marseille. Ils sont quand même à 3 points. Tu te dis, tu peux taper Liverpool. Non, mais Liverpool est quand même à 3 points de la première équipe qui sort des barragistes. Et après, tu as des équipes. Liverpool, d'ici là, aura probablement un nouvel entraîneur. Ce sera peut-être pas la même équipe. Le PSG, l'année dernière, à la même époque, était peut-être pas aussi mal embarqué que Liverpool, qui est vraiment en train de dégringoler. Mais franchement, le PSG ne faisait peur à personne quand on en parlait à peu près à la même époque, au début décembre l'année dernière. Et ils ont été transfigurés mi-janvier.
Arsenal était un peu comme Liverpool l'année dernière à la même époque. Je veux pas dire que les histoires se répètent ou que ça veut forcément dire ceci ou cela. Je pense qu'il faudrait plutôt dire que ça ne veut rien dire. Voilà, globalement. Et qu'il faut se méfier. En revanche, ce qui veut, à mon sens, dire quelque chose dans ce classement, c'est que cette année, là, quand tu vois des équipes qui ont 6 points, 7 points et qu'il leur reste 3 matchs, c'est pas dingue d'aller penser qu'elles vont être qualifiées et que donc tu as grosso modo à 3-4 équipes, même j'irais 2-3 équipes prêtes à tous les qualifier déjà, à 3 journées de la fin. Ouais, on avait dit l'année dernière, mais qualifié dans les 24 quoi. Ouais. On avait dit l'année dernière qu'on testait cette nouvelle formule. L'année dernière, il y avait eu un petit peu de suspense et tout. On a l'air de rentrer dans le rang et finalement, ce que redoutaient certains, je me souviens qu'on parlait pas mal de cette formule avec Polo. Peut-être que dès la deuxième année, on va s'apercevoir que les derniers matchs vont être un peu en bois. Je suis pas certain parce que faut voir, quand tu vois les équipes barragistes, après, ça permet d'avoir pas de taper un gros aussi. Regarde ce qui s'est passé avec le PSG l'année dernière, fin janvier. Oui, mais là, le nombre de points que tu as là, le nombre de points que tu as là. Après, ce que ça peut autoriser, c'est des festivals un peu comme ce soir, des festivals de buts. Il y a des matchs avec des équipes qui font tourner. Tu te retrouves avec une équipe qui, dans son avant-dernier match du mois de janvier, t'envoie une moitié d'équipe simplement et ça peut faire des surprises. Ça peut permettre à une ou deux équipes de gratter quelques points en plus. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas. Je pense pas qu'on ait des surprises. D'accord, mais ça n'enlève pas le fait qu'il n'y a que 8 qualifiés directement. Oui, mais les barrages aujourd'hui, tout le monde l'admet. C'est pas ça qu'on recherche. Mais les justement. 8 qualifiés, c'est. Moi, parmi les grandes d'Europe qui sont prédestinées justement à être là au mois de février. T'es pas exempté de pas choper un gros dans un match de barrage. L'année dernière, il faudra regarder, mais je suis pas sûr que d'avoir été dans les 8, t'es protégé de quoi que ce soit. Bon allez, parlons de Paris, ne perdons pas trop de temps. Puisque justement, Liverpool qui avait tout cartonné s'est retrouvé à jouer très vite contre le PSG et ils sont tombés. Donc, prenons les choses dans l'ordre. Il y a eu quelques compos surprises quand même. Le compo, tu veux dire le jeune devant à la place de Ramos vu les circonstances et Martin Djetou, on n'est pas habitué à le voir avant-centre. Et le fait qu'on sait qu'en ce moment, de toute façon, ça tourne beaucoup. Il avait joué avant-centre quand il était jeune, plus jeune. Martin Djetou Non, pas Djetou. C'est vraiment. En regardant la compo, je le salue, Martin. Martin Djetou, il aurait dû être à la Commune 98. Tu le sais, toi. Oui, mais on s'est parlé encore il y a 15 jours au téléphone. Il aurait dû y être. J'apprécie beaucoup. À la place de qui? À la place de qui? À la place de Carambeu, tous les jours. Carambeu, la Coupe du Monde qu'il fait, tu voulais l'enlever? Martin Djetou. Non, mais j'y crois pas qu'on est en train de parler de 98 alors qu'on fait un. Bon, ok, allez. Donc, pardon. Je disais, au vu des circonstances et partant du principe qu'on sait qu'on va voir avec le PSG des équipes souvent modifiées parce qu'il manque pas mal de monde, moi je regarde principalement qui ils ont derrière au milieu. Quand j'ai vu qu'il y avait le milieu, Ruiz, Neves, Vitinha, t'étais rassuré? On va dire que j'ai été assez tranquille. Nuno Mendes, malheureusement, est sorti, mais c'est immédiatement un élément supplémentaire qui vient me rassurer. La charnière, un élément en plus. Et donc, j'étais prêt à accepter que finalement, de toute façon, on est obligé de l'accepter puisque Hakimi est blessé. Et devant, on sait qu'il est un petit peu en train de toujours obligé de faire des choix parfois bizarres. Et ça, il est coutumier du fait. Et donc, le choix bizarre du soir, c'était le fameux jeune, là, Djetou, devant, qui n'a pas fait un bon match, il faut le dire. On va pas lui taper dessus, c'est un mot. Bon, ok, mais il n'a pas fait un bon match. Et on a encore vu le fameux que je répète à chaque fois, mais on me dit tout le temps, ouais, mais il permute, t'abuses, c'est pas comme ça. C'est pas Gvara à droite et Barcola, machin truc, à gauche. Oui, si, quand même. Bon, après, évidemment qu'il bouge. Évidemment que c'est pas, les mecs, ils sont pas cloués au sol sans bouger. Mais après, c'est probablement un hasard également que quand Barcola est sorti, ça a beaucoup mieux joué et que Gvara s'est retrouvé un petit peu plus dans quelque chose qu'il affectionne. Et voilà, Luis Enrique est dingue de la polyvalence parce que lui-même était un joueur capable de jouer partout et il l'a fait. Et c'est vraiment un très 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 bon joueur qui pouvait le faire. Il a envie que ses joueurs soient polyvalents comme lui. Manu a joué 2 postes dans sa vie principalement. Ça arrive que des joueurs puissent faire. Et il y en a d'autres, ils n'y arrivent pas beaucoup. Et Gvara, c'est ok, c'est un mec qui veut jouer en haut. J'ai fait 3 postes. C'est lequel le troisième que tu as fait? J'ai fait latéral, j'ai fait défenseur central, le milieu, pardon, et j'ai même joué dans le milieu à 3. Le central, j'ai oublié, c'était évident. Oui, 3, pardon. Mais Gvara, il n'est pas comme ça.
Alors, je vois bien que Luis Enrique essaye de forcer pour dire si jamais j'ai un problème, il va bien falloir que tu m'aides et tout. Ouais, mais en fait, ça marche pas bien, quoi. Il est pas à l'aise là et il a été beaucoup plus dangereux quand il a joué dans sa position préférentielle. Et bon, ben voilà. Et malheureusement, ça tombe encore sur Barcola. Il va y avoir pas mal de critiques ce soir sur lui. Parce que quand il est sorti, ça a quand même beaucoup mieux tourné, quoi. Non, mais là, en fait, la problématique, Manu, c'est que t'es sauvé par ton milieu de terrain, en fait. Là, elle parle des 3 Ouais, parce que défensivement, j'ai eu quand même pas mal de faiblesses ce soir encore. Mais les 3 du milieu, c'est un milieu fantastique. C'est eux qui te gagnent le match ce soir. C'est fantastique d'avoir un milieu de terrain comme ça. Moi, je me tue tous les ans, je dis, c'est le moteur de l'équipe. Le moteur de l'équipe. Et pendant des années, si on a galéré au PSG avec les campagnes européennes décevantes, c'est parce que le milieu n'était pas à la hauteur. Voilà. Là, tu as un milieu top niveau mondial. Le milieu, évidemment, on va pas rajouter une couche, tout le monde l'a compris. Moi, je suis déçu de la prestation de Barcola parce que je pensais vraiment qu'en l'absence à la fois de Dembélé, mais également de Doué, il allait prendre un peu plus de responsabilité et de poids dans ce genre de match, surtout qu'en face, quand même, on a une équipe qui se présente au Parc des Princes avec des gros doutes. Ils sortent d'une grosse gifle contre les Gunners, en sachant qu'ils sont mal classés aussi en Première Ligue. Donc, c'est quand même pas défensivement une garantie première. Donc je pensais que vraiment c'était un match pour Barcola pour se relancer et prendre un petit peu ses responsabilités. Il ne l'a pas fait. Le jeune, je ne vais pas lui tomber dessus pour multiples raisons, mais surtout que c'est dans la politique aussi de développer des jeunes joueurs à l'heure actuelle. Donc Mayoulou a eu du temps de jeu, a débuté aussi dans des matchs importants. Le petit Mbaye également. Donc moi, je me réjouis, même si ça a été une soirée pas facile pour lui, je me réjouis qu'il ait eu du temps de jeu. C'est surtout un désaveu pour Ramos. Oui, mais dans un premier temps, on se réjouit. Dans un deuxième temps, c'est pas parce que tu es jeune, à un moment, il faut montrer des choses. Non, je suis d'accord. Mayoulou a déjà montré des choses. Oui, mais c'est ton premier match. Tu arrives aussi dans. Non, mais je parle pas pour Jantou. Je dis en général, on se réjouit dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut montrer quand même. Je sais, mais tout n'est pas parfait en ce début de saison du côté du Ramos, Paris Saint-Germain. Là, je vois sur WhatsApp, tout le monde tombe sur Ramos. Il a joué 10 minutes. Bon, tu vas pas. Mais pourquoi tu veux tomber sur Ramos? C'est ça. De toute façon, c'est désormais un joker. C'est désormais un joueur qui rentre un quart d'heure par-ci par-là. C'est un super sub. En plus, il a prouvé qu'il était beaucoup plus décisif en super sub. C'est un super sub à 90. Malheureusement. Voilà, c'est tout. Mais moi, c'est surtout la défense qui me rassure pas. Parce que l'attaque, ils arrivent toujours à marquer des buts contre n'importe qui. Mais je trouve qu'ils concèdent beaucoup plus de buts que par le passé. Tu mets le gardien à l'intérieur de la défense? Je mets tout le monde, même. Et quand je parle de la défense, je parle d'une façon collective. Il y en a deux. Je parle d'une façon collective, mais également individuelle. Ils font beaucoup trop d'erreurs de placement et aussi dans le 1 contre 1, ils sont beaucoup moins impériaux que sur la saison passée, mais également dans le pressing, également dans la rigueur tactique collective à la perte du ballon, je les trouve moins transcendants. Est-ce que c'est un problème physique? C'est fort possible. Est-ce que ça vient pas du bloc tout entier? Oui, c'est ce que je dis. Moi, la première période du PSG, clairement, elle n'est pas bonne. Ah non, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. En fait, ils ont joué, je dirais même à l'inverse, que Tottenham a plutôt fait un bon match en contrôlant les Parisiens, en mettant un bon impact, un bon pressing. Je dirais pendant 60 minutes, Tottenham m'a semblé au-dessus. Mais le PSG a de telles individualités et un milieu de terrain tellement fort que quand tu as un mec qui te met des frappes hors surface, déjà ça simplifie la vie. C'est rare. Ça fait longtemps que c'est rare que les frappes extérieures surface soient décisives dans le football. C'est plus tellement une tendance. Mais quand tu as un mec qui peut te mettre 2 frappes pour 2 buts, c'est un atout considérable. Daniel, il y a un autre point aussi. Alors, tu vas me dire, mais j'enfonce une porte ouverte, mais on en a eu la démonstration ce soir. Zaïre Emery n'est pas Hakimi et Hernandez n'est pas Mendes. Ouais. Et sans les 2 latéraux qui sont prépondérants dans le jeu du Paris Saint-Germain, là tu vois vraiment des grosses difficultés. Et donc tu t'en remets en permanence à tes individualités. Tu vas me dire, les dernières individualités ont flambé également, mais c'est tout le collectif qu'on est sorti grandi. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'ils s'en sortent grâce à quelques individualités. Tu vois, le collectif n'a pas suivi. Mais en gros, mais t'es hyper en avance par rapport à l'année dernière. T'es premier du championnat. Et pourtant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. T'es déjà qualifié pour la suite en Ligue des Champions. Et le top 8, honnêtement, pour moi, il est au frais. Donc tu fais beaucoup mieux que l'année dernière. Ouais, mais est-ce que ça passera avec au mois de janvier, février comme ça, en sachant qu'ils n'ont pas eu la préparation physique, donc normalement ils vont récupérer tout le monde à un moment. Si jamais ça passe dans les semaines à venir, ça sera vraiment, mais ça sera incroyable. Dans un instant, Aaron au 32-16 avec nous, on écoutera Marquinhos également. On continue l'analyse, il y aura l'évaluation bien sûr, et puis Monaco au programme. On est obligé de commenter sur Monaco parce que franchement, mon club formateur, il est pas gonflé lui. Il pleurait parce qu'il dit ouais, on parle pas assez de Monaco et tout.
Non, c'est vrai, Manu, quand même, là. T'es un peu gonflé, là. T'es un peu gonflé quand même. Bah, on peut en parler pendant la pub si tu veux. Mais pour l'instant, on est toujours sur le PSG et on continue l'analyse du match de la victoire 5-3 face à Tottenham avec Aaron au 32-16. Bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel. Et Gilbert, c'est Aaron. Aaron. Et j'avais le débat avec Daniel que je suis allé voir vendredi. Je suis allé voir vendredi à la Fnac Boulogne. À la Fnac de Boulogne, voilà, petite dédicace. Et on avait eu le même débat. C'est bien Aaron. Très bien. Bah écoute, j'avais une chance sur deux. Ouais, c'est pas bien. Et moi, je m'appelle Manu, moi. Ah oui, Manu. Aaron, bouge pas. Avant que tu prennes la parole, on va écouter Marquinhos. C'était il y a quelques secondes sur Canal. Ouais, très belle manière. Je voulais quand même qu'on ne prenne pas des buts, moi comme défenseur. Ça allait être la soirée parfaite comme ça, mais bon, on a gagné. Je pense que l'équipe a été dedans. Une équipe de Tottenham qui nous a bien préparé ce match pour jouer contre nous. Ils nous exploitaient quand même nos petits points faibles. Je pense que l'équipe est restée costaud dans le match. C'était une soirée spéciale pour moi. On parlait dans le vestiaire, je voulais vraiment gagner pour qu'on puisse bien le féliciter maintenant. Voilà, Marquinhos. La 500e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. C'est énorme. Dans un c'est club, un vrai événement, je suis d'accord. Vous voulez en parler maintenant? C'est énorme, longévité au plus niveau, il a tout connu avec le Paris Saint-Germain, c'est énorme quoi. Lui il pourrait faire un bouquin et raconter tout ce qui s'est passé, le bon et le mauvais du PSG quoi. Beaucoup de pas bons avant la consécration. Non, c'est une légende, il a battu le fameux record, moi pendant des années, c'était Pilorget, le plus grand nombre de matchs, et Marquinhos est non seulement devenu une légende du club, il a tous les records quoi, voilà. Et on a été beaucoup de supporters du PSG à un moment à se dire stop, il faut passer à autre chose parce que ce gars-là traîne la loose en lui et il ne pourra jamais en sortir. Et il a réussi à en sortir. Tiens, Aaron, je te pose une question. Il sera intraitable. Pour toi, c'est plus important. Tu admires plus Marquinhos pour sa longévité ou Mbappé qui a un autre record? C'est le nombre de records de buts marqués pour le PSG. Non, beaucoup plus Marquinhos. Marquinhos restera pour moi beaucoup dans les annales, comme tu dis, il a tout vécu au PSG. Et moi, j'ai envie de le féliciter parce que c'est une abnégation rare pour la part. On en a vu des joueurs qui sont restés 13-14 ans dans des clubs, mais là, il s'est accroché et voilà, il y a eu la consécration. Et voilà, j'ai envie de le féliciter aujourd'hui. Et il a fait un match plutôt satisfaisant dans l'ensemble aussi, donc faut le féliciter. Alors malgré tout, tu voulais parler de la défense. La défense, oui, c'est du bricolage en vérité. Mais moi, il faut revenir évidemment sur Chevalier parce que bon, encore 3 buts pris. Ce que j'ai vu, c'est que ça, il me rappelle en fait Donnarumma dans ses errements en fait où il savait pas rassurer, où il avait pas cette âme de grand gardien qu'il a su retrouver en 8e, quart de finale de l'année dernière. Donc il faut que Chevalier retrouve et il faut être mis sous pression ou faut que faut qu'un deuxième gardien prenne sa place pour quelques matchs pour un peu le challenger parce que là aujourd'hui il dessert plus à l'équipe qu'autre chose. C'est mon avis en tout cas. Alors le dossier Chevalier, ouvrons-le parce que maintenant ça fait plus de 3 mois. Qu'il est là. Alors au début il était très scruté, après il y a eu un moment où on l'a un peu laissé tranquille, et puis là il y a un moment où on a été très indulgent parce qu'il arrivait. Et là clairement, je crois qu'au bout de 3 mois on peut le dire, c'est pas le Chevalier de Lille quoi. Voilà donc je vais pas encore dire que c'est un Christophe Revobis, mais est-ce qu'il faut commencer à se poser des questions? Là, alors on va me dire ouais mais avant aussi comment tu peux dire que c'est que ce soir? Ce soir clairement je lui vois 2 buts à 100% pour lui. Encore une fois, j'entends à l'avance certains dire mais non, il y en a eu d'autres avant. J'avais envie d'être un petit peu plus indulgent. Il y en a peut-être un ou deux qui peuvent me revenir comme ça et tout. Mais là, ce soir, j'ai vraiment senti une fébrilité, une faiblesse. Je sais pas, comme si... parce qu'il y avait également Tottenham. Bon, c'est peut-être pas un crack européen, mais c'est une équipe un peu supérieure à pas mal d'autres que le PSG a joué cette année. Oui, le deuxième, là, ce ballon, ce corner deuxième, il monte pas, il est pas, il sort de ses buts. Il est pas inspiré, il est pas bien sur le but de Kolo Muani, pareil. Non, là il y a de vraies responsabilités claires, nettes, engagées, vraiment. Là il m'a pas plu et j'ai ce soir pas envie d'être indulgent avec lui.
Voilà. Alors qu'on l'a plutôt été depuis le début de la saison. Manu, t'en dis quoi? Je crois que je suis d'accord. C'est un garçon qui évolue pas du tout dans le même registre qu'à Lille, à la fois dans le vestiaire mais également sur le terrain. C'est un garçon qui peine à trouver sa place dans un vestiaire qui a été champion d'Europe et qui succède à l'immense Donnarumma de l'année dernière. C'est un garçon aussi qui peine justement à remplacer. Donnarumma était critiqué aussi, hein, même s'il a fait. Oui, mais à travers la tempête, tout le monde voulait le sortir. À travers la tempête, c'est un garçon qui a su trouver les forces mentales et de sérénité nécessaires pour faire taire tout le monde en fait finalement. Et il a été juste énorme à maintes reprises la saison passée lorsqu'ils vont décrocher le Graal. Donc à la fois dans le vestiaire mais également sur le terrain. Mais parfois, tu as des joueurs, ils franchissent pas le palier du club au-dessus. Oui, mais parce que son registre est complètement différent. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Enfin, le registre d'un gardien, c'est un gardien. Non, mais oui, d'accord. Le registre d'un gardien, c'est un gardien. Mais dans ces cas-là, jusqu'au bout de ta logique. Le registre d'un avant-centre, c'est partout pareil. D'un milieu de terrain, c'est partout pareil. Non. Mais après, tu as les systèmes de jeu. Tes gardiens de but à Lille ou gardien de but à Paris, c'est pas du tout le même travail. Voilà, à la fois dans le vestiaire, mais également sur le terrain. Non seulement ça, Lucas Chevalier l'avait dit, mais effectivement, Gilbert a fait 150 allusions depuis le début de la saison là-dessus. C'est est-ce qu'il va faire partie des gardiens? En gros, Donnarumma, ce n'est pas exactement le même problème. Donnarumma, il a commencé tôt, jeune, Milan, donc déjà gros club, avec en plus un peu d'histoire autour de lui et tout. Donc la pression, il a un peu baigné dedans. Avec l'équipe d'Italie. Et puis il est énorme avec le championnat d'Europe quand il gagne avec l'Italie. C'est pas qu'il est énorme, c'est qu'il finit même par être élu meilleur joueur du tournoi. Ah oui, il est non seulement de la sélection italienne vainqueur, mais du tournoi. Et après, quand il vient au PSG, il est fort, puis pas fort du tout, à tel point qu'à un moment, on se dit c'est quoi cette pompe, il y en a marre, il faut le sortir. Même limite Safonov, certains voulaient que ça joue, ou Tenas, tu vois, pour terminer en trombe, deuxième partie de saison extraordinaire. Donc lui, il a un peu connu, on savait qu'il pouvait retrouver. Oui, il y a la question des gardiens aussi qui est venue perturber Chevalier, tout ça. C'est différent, c'est que c'est jeune espoir, club de Ligue 1, t'es au top, on te prend, on veut te faire grandir. Donc la question c'est, est-ce qu'il est capable de passer le step, de franchir l'étage, d'aller à l'étage au-dessus? Ça, on l'a pas. Donnarumma, c'était pas exactement la même question. On l'avait vu déjà extraordinaire. Oui, puis pas bon, puis donc tu peux te dire, il a retrouvé un niveau extraordinaire. Lucas Chevalier, on ne sait pas ce qu'il doit retrouver. Donnarumma a eu des difficultés également au Paris Saint-Germain parce que à la fois, il avait trouvé sa place dans le vestiaire assez rapidement par rapport à ce qu'il avait déjà fait dans son club, mais également en sélection nationale. Mais il a fallu qu'il se réinvente également au niveau en tant que gardien de but, notamment dans son jeu au pied. Oui. C'est pour ça qu'il a souvent été pris à défaut et qu'il a perdu confiance. Et en plus, dans la gestion des gardiens, rappelle-toi avec Navas et compagnie, ça a foutu quand même le boxon à maintes reprises. Là, Chevalier, il arrive en parfait inconnu, il arrive dans un vestiaire qui est champion d'Europe, Donnarumma est en train de partir, lui il arrive, les mecs ils sont en train de se dire c'est qui Chevalier, même s'ils ont tout le respect qu'ils ont pour lui à Lille, il arrive dans une autre dimension. Donc il a tout à prouver à la fois sur le terrain, rentrer dans les pas de Donnarumma, le faire oublier avec un style différent, en apprenant aussi un jeu différent au Paris Saint-Germain qu'il n'avait pas du tout à Lille. À Lille, s'il était là que pour arrêter les buts. Là, il faut qu'il brille sur 3-4 occasions dans le match et derrière, il faut qu'il soit plus présent, balle au pied. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ces difficultés qu'a rencontré Donnarumma. Et aussi sa position, il prend beaucoup moins de place, je trouve, dans le but. Sincèrement, Donnarumma, c'était un géant, quoi. Donc, tu as l'impression qu'aujourd'hui, que les adversaires, ils ont beau frapper une fois sur deux, même s'ils arrivent à cadrer, ils ont une chance sur deux de pouvoir marquer contre Chevalier, chose qu'ils avaient beaucoup moins de mal à faire contre Donnarumma. Mais je pense aussi qu'il a besoin de trouver une place. Dans le vestiaire, je ne suis pas certain qu'il a encore trouvé sa place. Et pour un joueur de foot, avant de rentrer sur un terrain de foot et de mettre tout le monde d'accord et d'avoir la confiance de tout le monde, il faut trouver ta place dans le vestiaire. Si personne ne te voit dans le vestiaire et que tu n'as pas d'une connivence, des liens avec les autres, c'est compliqué de l'avoir également sur le terrain et de générer ça autour de toi. Aaron, un truc à rajouter ? Non, je voulais rajouter que aussi c'est la progression. C'est souvent le débat, est-ce que le PSG arrive à faire progresser ses joueurs? Sous Luis Enrique, je l'ai beaucoup vu, et je me souviens que Daniel avait eu ce débat sur Luis Enrique où il disait, mais au PSG, sous Luis Enrique, les joueurs ne progressent pas.
Donc on avait une grande progression. Donc c'est aussi au PSG parce que le gardien Chevalier, il est pas fini en vérité. C'est pas un gardien fini. Donc il y a aussi une marge de progression à avoir. Mais il va falloir une remise en question dès décembre ou janvier, quoi. Aaron, merci beaucoup. Dans un instant, on va parler de Vitinha. S'il fait comme l'année dernière, où pendant un moment, on ne comprenait pas le progrès de certains joueurs et que d'un coup, ça a explosé à la face de tout le monde sur la deuxième partie de saison, bah oui, c'est ça aussi qui fait qu'on n'enfonce pas Chevalier. C'est parce qu'on a tellement vu que la saison dernière, dans la première partie de saison, on ne comprenait pas Fabian Ruiz, on ne comprenait pas Donnarumma, on ne comprenait pas Dembélé. Il y a tellement de joueurs qui n'étaient pas au top et qu'on n'imaginait pas atteindre un niveau mondial, que ce qui s'est passé sur la deuxième saison te laisse forcément un espoir et te fait dire on ne peut pas complètement l'enterrer, Chevalier. Vu que ça a été fait une fois, on est obligé d'y croire. Dans un instant, donc Vitinha, il a marqué le premier triplé de sa carrière ce soir. Vitinha, oui, c'est pas étonnant pour un milieu de terrain, ça ne doit pas arriver tous les jours quand même. Il a été l'homme du match. Mais restons encore sur le PSG quelques minutes. On va entendre Vitinha tout de suite. C'était sur Canal et ensuite on parle de sa performance. C'est parti. C'est même la première fois que je marque 2 buts dans le même match, donc 3, c'est forcément spécial. Je me sens heureux, je me sens réalisé, content, pas seulement pour un niveau individuel, mais aussi pour la victoire. Une victoire importante avec 2 fois qu'on était mené au score. Donc ça montre le caractère de l'équipe, la force de cette équipe. Il faut continuer comme ça, maintenir cette personnalité, quoi qu'il passe dans le match. Et voilà, donner les félicitations à toute l'équipe. J'aime ce qu'il dit parce que effectivement, ce qu'elle a peut-être le plus dégagé ce soir, cette équipe du PSG, c'est de la confiance, le fait d'être sûr de ce qu'elle est capable de faire, de ne pas paniquer même si elle est menée. Et ça, c'est une confiance qui vient avec la victoire. C'est une confiance qui vient avec forcément ce qui s'est passé la saison dernière et les aléas de la saison dernière qui se sont terminés comme ça s'est terminé. Ça leur transmet quelque chose de fort. J'ai l'impression qu'ils se regardent et ils se disent mais de toute façon on est capable de remonter même si on est mené d'un but, de 2 buts. On l'a déjà fait. Quand tu as déjà fait ces choses-là et que le groupe se connaît et que le groupe a vécu ensemble, je pense que tu dégages beaucoup de certitude. Et je pense que ce PSG en a beaucoup. Impressionné par Vitinha, Manu ? Après Vitinha, oui, là, je suis plus qu'impressionné par Vitinha. On le découvre pas, non. Donc, je dirais qu'il a augmenté en fait sa palette. Parce qu'autant avant, il était dans la construction, dans le contrôle du milieu de terrain, du tempo, du contrôle technique. Là aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il a depuis quelques mois, il a amené d'ailleurs. Ruiz, c'est pareil. C'est des garçons aujourd'hui. On l'a vu également avec Neves ces derniers temps également, qui a été buteur. Donc c'est un milieu de terrain aussi qui a franchi un palier, pas simplement dans le contrôle du match et la personnalité qu'ils mettent et l'emprise qu'ils mettent sur le ballon et sur l'adversaire. C'est aussi des garçons qui arrivent à faire la différence à la fois dans les passes décisives mais également dans les buts marqués. Donc c'est un milieu extrêmement riche dans plein des domaines. Ils sont complémentaires dans beaucoup de choses également. Donc pour moi, c'était probablement le secteur où je trouvais qu'il y avait quand même une marge de progression assez importante et que je trouvais quand même assez bizarre de ne pas voir ces garçons être aussi décisifs devant. Vitinha, et il ne faut pas oublier Neves, parce que c'est ce trio qui est fantastique. Et Neves, c'est un joueur qui est... Je ne sais même pas, il n'y a même plus de mots en fait, pour dire ce qu'on pense de lui. Vitinha aujourd'hui, il est facile... Enfin, il y a qui comme meilleur milieu de terrain ? Il est top 3 des meilleurs milieux de terrain en Europe en ce moment, quoi. Bah, c'est même pas en ce moment, ça fait un petit moment déjà. Ouais, non, mais là, je dis en ce moment parce qu'on se parle là. Mais Vitinha, moi, il m'a plu dès qu'il est arrivé au PSG. Plus ça va, meilleur il est. Et plus il est bien. Il t'a plu dès qu'il est arrivé au PSG ? Ouais, moi, parce que moi, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, j'ai trouvé qu'il était sous l'emprise de Neymar, machin. Moi, je me rappelle d'un match à Monaco quand il perd 3-1. Bien sûr, oui, t'as où raison. Il est complètement oui, j'attendais qu'il soit libéré. Écrasé par la personnalité de certains joueurs qui étaient présents sur le terrain et en fait, il était bridé. Je voyais qu'il avait des qualités, mais qu'effectivement, d'abord, Verratti était encore là. Ouais, c'était un poids. D'ailleurs, Verratti qui était présent dans le parc aujourd'hui, il a dû se rendre compte un petit peu de dire. Il voit la différence. Voilà. Ah oui. Tiens, Luis Enrique vient d'arriver en conférence de presse. Qui à un moment doit quand même mettre des buts et faire des passes, et lui, il n'en faisait jamais. Exactement. Écoutons il était blessé dans tous les grands matchs. ses premières réponses. Bien plus séduit par le second contact du PSG que par le premier, où le PSG est mené 2 fois, mais revient dans cette partie. Bonsoir à tous.
On avoue qu'il n'y a pas match facile dans la Champions League. Je pense que Tottenham a joué très bien, a défendu très bien les premiers mi-temps. Et ça a été très difficile parce qu'on a dû surmonter 2 fois cette but de l'adversaire. Et très compliqué, très difficile, tous les matchs. Et on a fait, je pense, un match complet. Et surtout, je voudrais féliciter à nos supporters parce que c'est incroyable l'ambiance dans le stade tout le temps. Quand il y a des difficultés, c'est quand ils encore font beaucoup de soutien. Et c'est incroyable d'avoir ces supporters. C'est normal c'est normal pour l'équipe avoir cette mentalité parce que c'est incroyable cet stade. Et on est très content de pouvoir gagner ce match. On a 12 points et on est content parce que pratiquement on a obtenu la classification dans les 24 premières équipes et on sait de la difficulté de l'année dernière d'être dans les premiers 24. Et très content, on est très content. Voilà, Luis Enrique en direct qui maîtrise maintenant les conjugaisons conditionnelles et tout. Il progresse. C'est même pas qu'il progresse, c'est que moi, il m'a convaincu maintenant. C'est autant je. Pourtant, tu le détestais quand tu jouais avec lui. Non, je ne vais pas dire que je le détestais. Comme beaucoup de gens. Hein. Non, on s'appréciait pas, c'était réciproque et voilà, il avait ses raisons, j'avais mes raisons. Allez, on écoute une autre réponse. Manu. Ce soir. Vitinha, Vitinha. Il a été aujourd'hui, comme d'habitude, je dirais, sensationnel, hors niveau. Et on est très content d'avoir Vitinha et de savoir qu'il est content ici. Et c'est différent. Et pour moi, la meilleure chose qu'a fait Vitinha aujourd'hui, ça a été quand il a raté. Et Tottenham a fait le 3e but. Et il a voulu chaque action de prendre le ballon et de frapper les tirs au but. C'est ça la personnalité que nous aimons et il a cette personnalité différente. Et très content. Et spécialement, je pense qu'aujourd'hui, les 3 milieux du terrain, ils ont été incroyables et c'est très joli de voir ce niveau. Oui. Bah oui. Oui, ce milieu de terrain, c'est ce qui fait la différence dans cette équipe. On est d'accord. Ça me rappelle un débat la saison dernière, en fin de saison, en disant, j'avais dit que le milieu de terrain avait été quand même, pour moi, l'élément moteur essentiel de cette équipe. Ça n'enlève rien à ce qu'a fait Dembélé, les latéraux Hakimi, que j'ai trouvé énorme pendant toute la saison. Mais pour moi, le milieu de terrain, c'est quand même le cœur du réacteur. Et franchement... C'est ce qu'on disait au tout début, exactement. Alors, on va conclure avec Alexandre, au 32-16. Salut Alexandre. Salut l'équipe, salut Gilbert, Daniel, Manu. Salut. Première fois que j'interviens sur le plateau, c'est un honneur de vous avoir. Ah bah non, mais t'es chez toi. Ouais, exactement. Je viens de sortir du stade là, et j'ai fait partie des chanceux qui ont assisté à ce spectacle absolument époustouflant. Et je pense ce soir, et c'est pour ça que je voulais intervenir, que les qualificatifs et les superlatifs ne suffisent plus pour Vitinha. Tout simplement, ce qu'il a fait, c'est un éclipse total. C'est-à-dire que on a des joueurs dans l'équipe qui n'étaient pas au niveau. Clairement, Barcola, Kvara, ils n'ont pas fait le match qu'ils auraient dû faire. Lucas Chevalier encore moins. Mais derrière, on en a d'autres qui ont quand même fait leur match. Et là, je vais parler de Fabian Ruiz, de Neves, même de Warren, qui était totalement au niveau. Pacho, pareil. Pacho, ouais. Mais Vitinha était tellement au-dessus. En fait, quand on le voit de la tribune, c'est impressionnant. C'est-à-dire que Paris aurait pu jouer à 8. En vrai, ils étaient à 11 contre 11, quoi qu'il arrive. C'était juste impressionnant. Et donc vraiment, là, on parlait Luis Enrique remercier le public pour l'hommage qu'on a pu rendre pendant tout le match, mais c'est juste rétribué de façon totalement juste, parce que la performance et la qualité de jeu qu'on voit, c'est juste époustouflant, quoi. On était dit Turbic sur Vitinha, il faut qu'on dise un mot de Barcola avec Kvaratskhelia, Daniel.
Si tu veux bien. Toi, tu veux gâcher la fête. Je voulais finir sur le milieu parce que je voulais soumettre mon avis normal de gâcher la fête, mais c'est normal de parler de tout le monde. À Manu parce que Vitinha, il joue, il bouge beaucoup. Les trois milieux de terrain s'entendent parfaitement. C'est une sorte de mouvement un petit peu permanent. Mais l'autre jour, je disais, je crois qu'on débattait, je crois qu'il y avait Walid, si jamais Vitinha avait joué dans un milieu de terrain avec un Busquets ou un Rodri, et donc il était poussé à jouer plus haut. Moi, je pense qu'il a des qualités pour être une sorte de 10, comme on en voit peu, frappe de balle, passe dans les petits espaces. Il trouve les attaquants parfaitement bien. C'est un milieu de terrain complet, il peut jouer n'importe où. Il est vraiment complet, quoi. Moi, je vois pas de milieu de terrain meilleur que lui en ce moment. Alors, Daniel, là si je peux me permettre, je te rejoins parce que je suis supporter de Porto depuis mon plus jeune âge. Et en fait, c'était exactement le rôle qu'il avait au FC Porto. C'était juste un régal, il distillait des ballons. Oui, mais il jouait. Je sais que même quand il arrive au PSG, son idée c'est de jouer plus haut. Après, Lucien Riquet le transforme en 6 et c'est très très bien. Même s'il bouge énormément, donc il n'est pas tout le temps. Et d'ailleurs, il serait pas aussi haut s'il ne jouait que 6. Il n'aurait pas toutes ces frappes de balles, toutes ces opportunités de but qu'il a. Mais c'est pour dire les qualités qui sont les siennes, c'est que il a sans problème de pas net. Entre 6-8, 8-10 ou 10 tout court, je pense qu'il peut tout faire, quoi, ce gars-là. C'est un triangle équilatéral, c'est ça. Sur WhatsApp, j'ai Christophe qui me dit Kvaratskhelia, c'est un marteau-piqueur, c'est pas une machine à centrer, donc sa place est à gauche. J'aime bien la comparaison. Mais oui, mais moi je le dis tout le temps. Kvaratskhelia n'est pas un joueur polyvalent. Ils l'ont essayé 9, ça marche pas. À droite, c'est moins bien. Quand il est à gauche, j'ai l'impression que tu vois un autre mec. Comme si d'un coup il allumait la lumière. Aujourd'hui, il n'a pas le choix, Lucien Riquet, parce qu'il manque des joueurs offensifs. Le problème, c'est que quitte à voir un Barcola moyen, fous-le à droite. Sois moyen à droite. Au lieu d'être moyen à gauche et tu rends Gvara moyen à droite, garde ton bon Gvara et envoie le moyen à droite. Moyen pour moyen. Alexandre, les gars, un dernier point. Et Kvaratskhelia, tu dis quoi? Pardon, excuse-moi. Sur Kvaratskhelia et Barcola, tu dis quoi? J'ai été déçu. En fait, aujourd'hui, c'était pas fluide. C'est-à-dire que même des passes simples, c'était pas pertinent et il les ratait. Et Barcola, honnêtement, aujourd'hui, sur des 1 contre 1, est-ce que vous l'avez vu passer une fois? Moi, non. Donc, ça m'a beaucoup déçu. C'est-à-dire que quand il non passe, seulement il profitait pas de la profondeur. Défenseur, donc Ouais, c'est ça. Après, il avait quand même un client en face, mais non seulement il profitait pas de la profondeur, mais en plus, vraiment sur les 1 contre 1, il n'était pas du tout efficace. Barcola a été meilleur que Barcola cette semaine. Voilà. Et puis Clément nous dit sur WhatsApp. Et Barco tout court l'est très souvent. Clément nous dit remarquons également l'humilité de Vitinha qui tire à pénalty normalement sans aucune course foireuse. Oui, il a arrêté du coup. C'est vrai. Bonne remarque, très bonne remarque. Ouais. Ouais.